Bonjour à tous, donc je m'appelle Thierry Bessière. On va commencer cette formation dans à peu près une minute. Voilà, normalement, il y a à peu près une centaine d'inscrits, donc il est possible en fait que le nombre de participants augmente en fait de manière progressive. Je vais tout de suite, pour ne pas oublier de le faire, partager avec vous mon écran parce que c'est surtout ça qui va être intéressant. Sachant que ce que je dois partager, c'est surtout ça. Voilà. Et ben écoutez, il est 17 heures, donc ce que je vous propose, c'est que nous nous mettions tranquillement à travailler. Donc quelques mots de présentation sur en particulier les conditions de déroulement là de ce cours en fait en immersion. Donc d'abord quelques mots de présentation. Donc je m'appelle Thierry Bessière, ça fait longtemps que je bosse à l'ISE puisque j'y bosse depuis septembre 2000. Pour cette présentation, donc, je vais être accompagné de Stéphanie Zanon, qui est donc chargée de développement au sein de l'école, donc à l'ISE. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on procède en fait de cette façon. Donc, l'outil là que nous allons utiliser ne me permet pas d'échanger en fait avec vous autrement que par voie d'écrit. Donc, vous allez pouvoir laisser vos messages. Ces messages en fait peuvent porter soit sur des questions sur le fond de ce que je vais vous raconter, donc à l'occasion de l'exposé de ces règles que je vais donc vous faire consacré en fait aux mégabassines. Et puis par ailleurs, vous pouvez aussi de manière tout à fait légitime poser des questions sur l'école, sur son histoire, sur les programmes qu'elle dispense. Et donc, je sais qu'il y a des questions en parallèle auxquelles Stéphanie Zénan va être en capacité en fait de répondre, ce qui veut donc dire que normalement, elle va aussi voir en fait, examiner les questions qui tombent en fait de manière progressive et répondre en fait de manière progressive. Bon, de toute façon, hein, ce cours en immersion qui est censé durer à peu près 1 heure, on va le séquencer de cette façon-là. Donc, moi, je vais vous présenter les règles en fait que j'avais envie de vous présenter pendant à peu près 35 à 40 minutes. Donc, je vais assurer en fait le déroulement de cette formation dans ce contexte. Hein. Je vais parler pendant ce laps de temps que je suis en train de vous indiquer. Et puis, une fois que ça sera terminé, bah, moi-même, je procéderai en fait à l'examen des questions que vous m'aurez posées par écrit. Et puis, du coup, comme je vous le disais, soit Stéphanie Zanon a répondu déjà à certaines questions que vous avez posées, bon, plutôt sur l'école, sur les programmes en fait qu'elle dispense, etc., etc. Ce que l'école effectivement est en capacité de vous offrir. Et puis, si par ailleurs, et évidemment, c'est tout à fait légitime aussi, vous avez des questions supplémentaires sur le fond des règles en fait que moi je vais vous présenter, bien sûr que j'y répondrai en fait avec plaisir parce que bon, même si l'outil permet en fait des échanges qui sont un peu limités, en même temps on va quand même s'en servir pour se donner les moyens de le faire si tant est en fait que la question se pose. Donc, ce que je vous propose, c'est que, bon, non pas que j'ai un programme en fait qui est particulièrement chargé avec vous, mais c'est que on se mette tout de suite en fait au travail et que bah, je commence voilà à vous présenter les règles que je souhaitais vous présenter à propos de ces dispositifs que les journalistes en fait désignent comme étant des mégabassines. Vous allez voir que d'ailleurs, je vais assez vite vous montrer que c'est pas tout à fait la terminologie qui est reconnue en fait en droit, mais ça c'est évidemment pas du tout problématique. Donc là, je viens de vous exposer le déroulement du cours, donc je ne vais pas revenir en fait sur ces questions. Bon, je m'étais un peu amusé à intituler en fait ce cours de cette façon, la réglementation des mégabassines. Est-ce la goutte d'eau en fait qui fait déborder le vase? Évidemment, ce qui m'a inspiré dans la construction du titre en fait que j'ai donné en fait à ce cours, vous avez compris, et donc peut-être c'est aussi ce qui justifie le fait que vous assistiez à ce cours en immersion, que ce sont des dispositifs, les mégabassines, qui aujourd'hui posent des questions, et c'est ce qui fait que vous avez une certaine actualité, bon, qui est bien sûr économique, mais qui est aussi surtout juridique. Et moi, je vais bien sûr plutôt aborder cette question sous l'angle du droit, puisque bah, c'est l'objet du cours, c'est de vous présenter les règles qui gouvernent ce type en fait de dispositif. Mais donc effectivement, c'est un dispositif aujourd'hui qui est critiqué. Bon, évidemment, d'autres personnes ont tendance en fait à le défendre. Et donc vous allez voir par moment, je vais aussi vous présenter les différents arguments qui sont déployés par ailleurs par des personnes qui sont de nature en fait relativement différente. Le plan de ce cours en fait va être divisé donc en 3 parties. Je vais d'abord vous présenter les règles
qui gouvernent en fait ce type de dispositif. Ça sera la première partie. Dans une deuxième partie, je reviendrai sur le fait qu'il y a des contentieux qui sont existants, donc contentieux qui ont été pris en charge en fait par la justice. Donc vous allez voir que je fais référence à quelques décisions de justice qui sont revenus sur des projets de méga-bassines qui avaient été autorisés par la préfecture du département. Et il s'avère que voilà, le préfet de département a des compétences qui lui sont données par la loi pour autoriser que ce type d'activité puisse voir le jour. Mais bon, le préfet n'est pas au-dessus des lois, ce qui veut donc dire que les décisions qu'il prend, y compris sur ce type de questions, ont la possibilité d'être revues par un juge, et il y a donné naissance en fait à ces quelques contentieux que je vais vous présenter dans cette deuxième partie. Et puis, comme je vous le disais, à la fin de la troisième partie, je répondrai avec plaisir à toutes questions que vous pouvez avoir, soit sur l'école, soit sur le fond de ce que je vais vous raconter. Et comme je vous le disais par ailleurs tout à l'heure, il n'est pas exclu que Stéphanie Zanon ait eu la possibilité de répondre à certaines de vos questions. On va donc tout de suite travailler sur cette première partie, donc, qui va me permettre de vous présenter les règles qui sont existantes à l'égard de ce type de dispositif. Alors, avant de vous présenter les règles, quelques éléments de contexte, parce que moi je trouve que c'est toujours intéressant quand on réfléchit en fait à des règles, d'identifier quels sont les éléments de contexte dans lesquels en fait ces règles ont pu voir le jour. Bon, sachant que le droit est fait d'un certain nombre de règles, mais ces règles en général, si elles existent, c'est parce qu'elles sont censées répondre à un certain nombre en fait de problématiques qui vont avoir été identifiées par les autorités. Et par ailleurs, moi j'aime bien souvent aussi revenir sur les éléments de contexte parce que je trouve que ça permet d'éclairer autrement le sens de règles en fait qui sont existantes. Et c'est pour ça que j'aime bien souvent commencer par travailler sur ces sujets, parce que je trouve que ça permet de donner du sens, ça permet d'éclairer en fait les règles. Et comme ça va quand même être notre sujet principal, ici c'est forcément ce qui va nous intéresser également. Donc, premier élément de contexte sur lequel en fait je voulais revenir, les scientifiques et notamment les scientifiques du GIEC nous alertent sur le fait que le dérèglement climatique est connu pour fort probablement favoriser des événements climatiques en fait extrêmes. Et ici, dans le contexte en fait des méga-bassines, vous avez un élément de contexte en fait qui n'est pas inintéressant, qui sont les sécheresses. Bon, même si je sais, alors je ne sais pas où vous habitez en fait sur le territoire en fait en France, mais bon, on vient de passer un hiver et un automne en fait qui sont pluvieux dans le nord de la France, avec globalement presque 24 mois qui pleut avec une certaine régularité, ok. Mais par ailleurs, ça ne veut pas dire que nous sommes à l'abri de connaître des sécheresses en fait à l'avenir. Je vous rappelle par ailleurs, avant ces 2 années relativement pluvieuses, l'ensemble du territoire français a été frappé par une sécheresse particulièrement sévère. Or, pourquoi ces sécheresses, justement, sont-elles intéressantes? Si on commence à les ramener à ce sujet, et celui en fait des méga-bassines, c'est que ce que ces sécheresses en fait sont en train d'annoncer, c'est fort probablement une raréfaction progressive de la ressource en eau, alors même qu'on peut avoir des besoins en eau, soit qui restent constants, soit qui parfois peuvent aussi aller en augmentant. Bon, évidemment, tous ceux qui ont des activités, tous ceux qui vivent en France sont susceptibles d'être exposés à cette problématique de raréfaction de la ressource en eau que je viens d'évoquer, donc causée par des épisodes de sécheresse qui probablement vont augmenter en nombre, qui probablement vont augmenter en fait en intensité. Et il s'avère que bon, les méga-bassines, évidemment, sont des dispositifs qui sont conçus pour accompagner en fait le monde agricole. Et donc, c'est ce qui fait que je vais ici, et de toute façon, on va en parler à plusieurs reprises, vous parler en fait du monde agricole. Et il s'avère que c'est la réalité en France, donc on l'oublie parce que ça paraît tellement évident, mais en réalité, ça n'est pas tant que ça, qu'en France, on cultive plein de plantes qui sont d'origine en fait exotique. Mais elles ont aussi ceci d'exotique qui est que elles sont en fait dans leur territoire en fait d'origine, elles vivent en fait dans un climat auquel en fait elles se sont forcément en fait adaptées. Or là en particulier, il y a une plante en fait qui va nous intéresser, qui est le maïs. Et il se trouve que le maïs est en particulier originaire d'Amérique en fait centrale. Et en fait en Amérique centrale, qu'est-ce qui se passe? Moi, il y a très longtemps, j'avais été en août au Mexique.
au Mexique, voilà comment se déroule en août en fait une journée standard, et c'est aussi en août que pousse la plante. C'est simple, il fait beau jusqu'à peu près 14-15 heures de la journée. À 14-15 heures, en fait, le ciel se noircit, il y a un orage, et puis ensuite le soleil revient. Et ça va être comme ça tous les jours. Bon, il se trouve que le maïs aime ça parce que c'est une plante en fait qui est gourmande en fait en eau. Et il se trouve que là, sur son territoire en fait d'origine, il n'y a pas de problématique parce que c'est le climat auquel cette plante en fait est exposée. Donc même en France, c'est une plante qui reste gourmande en fait en eau. Sauf que justement, c'est ça le problème, c'est que en France, elle va trouver en fait un climat qui n'est pas forcément en fait adapté à son développement. D'où le besoin que pour faire pousser en fait du maïs correctement en fait en France, il faut effectivement énormément en fait arroser, ce qui se trouve que c'est comme ça. C'est une plante effectivement qui est gourmande en fait en eau. Et puis par ailleurs, donc évidemment, ça raconte le fait que de ce point de vue-là, le maïs est susceptible d'avoir une empreinte environnementale qui est importante. Et par ailleurs, je voulais aussi vous montrer ça parce que je trouve que c'est intéressant, c'est que l'empreinte environnementale du maïs, elle existe. Enfin, on peut en tous les cas imaginer de l'envisager de plusieurs façons. Parce que par ailleurs, contrairement à ce qu'on a tendance à penser, le maïs qui est principalement mis en culture en fait en France, c'est pas du maïs qui est destiné directement à la consommation en fait humaine, c'est plutôt du maïs qui est destiné soit pour nourrir le bétail dont une partie est consommée en France sous la forme de viande, soit de viande rouge, soit de viande blanche. Et puis par ailleurs, on observe aussi que les agriculteurs ont aujourd'hui un autre intérêt dans la culture du maïs, c'est que on a un monde agricole en fait qui est très diversifié, qui parfois a énormément de difficultés à trouver des revenus qui sont suffisants pour leur permettre en fait de continuer de faire perdurer leurs activités. Or, on observe qu'il y a de plus en plus d'agriculteurs qui accompagnent en fait aussi leurs activités agricoles d'activités de méthanisation. Et en fait, dans ces méthanisateurs, qu'est-ce qu'on met? On met en fait en réalité ce qu'on appelle du digestat. Et ce digestat, on peut imaginer qu'il provienne par exemple du maïs une fois que la plante en fait est récoltée, que la culture effectivement s'achève. Et pour faire vivre mon activité de méthanisateur, je vais avoir besoin d'y mettre dedans effectivement un certain nombre de ressources. Et comme par ailleurs, comme je viens de vous le rappeler, on a un monde agricole en fait qui est très diversifié, il se trouve qu'il y en a un certain nombre qui se lancent effectivement à côté de leurs activités agricoles directes, en quelque sorte, dans des activités en fait parallèles, mais avec cet objectif, c'est en tirer en fait des revenus en fait supplémentaires. Et encore une fois, ça peut s'entendre parce que on a un monde agricole en fait qui est très 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 diversifié. Bon, il s'avère que par ailleurs, l'activité de méthanisateur est dangereuse en fait à l'égard de l'environnement parce que on met en fait sous vide des produits en fait d'origine agricole, genre par exemple des résidus effectivement des cultures en fait des maïs. Et en fait, il s'avère que dans ce contexte-là, on le fait parce que ça génère en fait du méthane et on va transformer en fait ce méthane pour produire en fait de l'énergie. Et c'est ça qui va permettre aux agriculteurs de gonfler le revenu dans le contexte de cette activité auxiliaire à côté en fait de leur activité principale. Mais du coup, l'activité de méthanisation n'est pas sans danger à l'égard de l'environnement parce que dans ce contexte technique et technologique que je viens d'évoquer, on crée en fait un danger d'explosion. Et du coup, danger d'explosion, il faut être capable en fait de le prendre en charge. Alors, la réalité, c'est que des méthanisateurs, vous en voyez de plus en plus en fait sur le territoire parce que c'est aussi une manière de valoriser des déchets en fait qui sont des déchets en fait d'origine agricole et qu'en plus de ça, ça peut s'entendre en fait économiquement dans les difficultés auxquels sont exposés en fait certains agriculteurs au regard en fait de la faiblesse en fait de leurs revenus qui est liée en fait souvent en fait à leur activité principale. Et donc le lien effectivement entre le maïs et les méga-bassines, parce que ça reste quand même effectivement notre sujet principal, c'est que voilà, il y a certaines plantes effectivement qui sont plus gourmandes en fait en eau, qui sont mises en fait à pousser sur des territoires qui subissent de plus en plus de pression d'origine en fait climatique. Avec ces sujets que j'évoquais tout à l'heure, c'est une raréfaction qui est en train d'aller en augmentant de la ressource en fait en eau, et donc du coup des difficultés des agriculteurs d'arriver en fait à irriguer pendant la période en fait estivale une partie des plantes qu'ils essaient de faire pousser. Et donc évidemment, vous devinez que dans ce contexte, les méga-bassines, c'est une forme de réponse technique possible aux difficultés que rencontrent certains agriculteurs qui, par exemple, font pousser du maïs
alors qu'ils sont sur un territoire où voilà, il y a un manque en fait, il y a une raréfaction de l'état de la ressource en eau en fait qui va être grandissante, alors même qu'effectivement on va avoir un besoin qui soit est constant, soit parfois peut aller en fait en augmentant. Et donc les méga-bassines, en tout cas techniquement, hein, peuvent être effectivement une solution envisageable en fait dans ce contexte. Alors maintenant, je vais quitter en fait ces éléments de contexte et puis plutôt revenir en fait sur le volet en fait juridique. Et donc, je vais commencer en fait à aborder ces questions. Qu'est-ce qui justifie qu'en droit de l'environnement, l'activité de méga-bassines est prise en charge en fait par le droit? Bon, vous avez deux impacts possibles et de toute façon qui sont avérés dans le contexte en fait d'un projet en fait de méga-bassine. C'est le fait qu'une méga-bassine, bon, pour l'essentiel, hein, qu'est-ce que c'est? C'est un ouvrage qui va être construit. Ce sont des bâches qui vont rendre un sol en fait imperméable avec un objectif, c'est que ces bâches récoltent l'eau de pluie qui va tomber et que donc du coup elles vont les stocker. Et donc dans ce contexte, évidemment, mes bâches en fait vont procéder à l'artificialisation d'un sol et artificialiser un sol aura une empreinte environnementale et des incidences en fait environnementales. Et c'est pour ça que ça a du sens de réglementer ce type d'activité en droit de l'environnement. Et puis par ailleurs, c'est aussi forcément un ouvrage qui va capter en fait de l'eau de pluie, qui va la stocker, mais qui en même temps va avoir ce type d'incidence. L'ouvrage empêche qu'une eau de pluie qui tombe sur un sol aille rejoindre une eau souterraine qui va se trouver plus bas, précisément parce qu'il la capte. Alors évidemment, la vocation des méga-bassines, c'est plutôt de capter ces eaux à la période hivernale et automnale, parce que il se trouve que vu le régime climatique que connaît en fait quand même l'essentiel de la France, c'est plutôt en fait dans les mois d'hiver et c'est plutôt en fait dans les mois d'automne qu'on a un régime de pluie en fait qui est plus important. Et donc évidemment l'idée c'est ça, c'est de stocker en fait cette eau qui est tombée à la mauvaise saison, de la rendre toujours disponible à la bonne saison. Et c'est au moment en fait de la bonne saison que les agriculteurs vont utiliser cette eau qui va avoir été stockée de cette façon. Mais du coup, l'ouvrage en tant que tel n'est pas sans conséquence à l'égard de l'environnement. Tout à l'heure, quand j'ai commencé en fait mes explications, je vous indiquais que donc méga-bassine, c'est par exemple la terminologie en fait qui est utilisée en fait par les journalistes, mais c'est pas du tout comme ça que le code de l'environnement les traite et c'est pas du tout la terminologie en fait qui va être utilisée par le code de l'environnement. Et donc dans le code de l'environnement, quand vous avez des activités, quand vous avez des projets qui sont susceptibles d'avoir des incidences négatives à l'égard de l'environnement, ils sont susceptibles de s'appeler en fait de manière différente, mais une façon d'identifier ce qui se cache en fait derrière les méga-bassines, c'est, bon là c'est le bon vocabulaire, hein, les méga-bassines en droit de l'environnement appartiennent à une catégorie d'activités qui ont des incidences sur les eaux, les milieux aquatiques et marins, qu'on appelle les IOTA. Et donc IOTA, je vous ai mis sur cette slide ce que ça raconte, ça désigne des installations, ça désigne des ouvrages, ça désigne aussi parfois des activités de travaux. Quand je fais des travaux en rivière, même si ces travaux vont être momentanés, ils risquent d'avoir des incidences négatives à l'égard de l'environnement. Et même ces mêmes travaux vont être aussi considérés comme des IOTA. Et puis par ailleurs, c'est ce que raconte en fait l'EA, il peut s'agir en fait d'activités. Bon, mes méga-bassines, hein, ce sont plutôt des ouvrages. En même temps, c'est de l'activité parce que c'est de l'activité parce que je stocke. Et donc, du coup, vous avez une liste. Alors, les IOTA ont vu le jour avec la loi de 92 en fait sur l'eau. Et en fait, ce qui accompagne la loi de 92 sur l'eau, sur ces sujets, c'est le fait que vous avez une liste qu'on appelle en fait la nomenclature eau, mais qu'on appelle aussi la nomenclature IOTA. Et cette liste, donc cette nomenclature, répertorie plein d'ouvrages, plein d'activités qui, en fonction de l'importance de leurs impacts à l'égard de l'environnement, vont subir des règles qui sont plus ou moins exigeantes, qui sont plus ou moins dures. Et en fait, dans cette nomenclature, en fait, vous avez des seuils qui sont identifiés et c'est le franchissement de ces seuils qui vient justifier qu'on va avoir des exigences qui sont plus ou moins dures au regard en fait de l'activité. Tout à l'heure, hein, je vous disais déjà quand je vous présentais plutôt l'aspect. Excuse-moi de t'interrompre. Oui, je t'en prie. Oui, excuse-moi de t'interrompre. On a une participante qui nous dit qu'elle n'a plus de son. Donc, je voulais savoir si les autres participants ont du son ou pas, si vous pouviez
lever la Ok. main ou faire un signe, hein, parce que moi j'entends très bien, donc Ok. voilà. Alors, du coup, c'est peut-être un Mais je problème me rends- d'ordinateur. Ouais. Alors, main levée, là on a une personne. Ouais. Ok, pour moi, le son fonctionne, j'entends. Non, non, bah alors en fait c'est juste pour la Ok. personne. Bah, merci. Je Bon, te laisse ben, voilà. continuer et puis je vais revenir Ouais. vers la Ok. participante. Très bien. Ça marche. Merci. Donc du coup, je reprends et ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure, c'est que donc du coup, ce type d'activité donc qu'on appelle donc méga bassine par exemple, non, qui en réalité appartient à un ensemble qui est plus vaste, hein. Et donc c'est cet ensemble qu'on appelle donc les IOTA. Tout à l'heure, je vous indiquais que les IOTA relèvent en fait de la compétence de la préfecture en fait de département. Et donc du coup, en fonction de l'impact en fait plus ou moins important, de l'activité, de l'ouvrage, le futur exploitant, ici par exemple le futur agriculteur, va déposer en fait un dossier qui est composé en fait de pièces qui sont plus ou moins importantes en fonction justement de ces histoires de franchissement de seuil que j'évoquais tout à l'heure. Et donc je vais avoir finalement deux grands types de situations. J'ai des IOTA qui sont déclarés. Les IOTA qui sont déclarées sont celles qui bénéficient d'un régime juridique en fait qui est très allégé parce qu'on vient considérer qu'elles ne présentent que des inconvénients à l'égard de l'environnement. Et à l'inverse, vous allez avoir des IOTA qui vont être autorisées. Bon, ce sont celles qui vont subir les règles en fait qui sont les plus dures parce que dès lors que vous avez une IOTA qui est autorisée, normalement, ce que dit la loi au regard de cet ouvrage, de ce projet d'activité, c'est que la loi considère que l'activité va être dangereuse à l'égard de l'environnement. Or, vous devinez déjà que c'est évidemment avoir plus de conséquences, et évidemment plutôt négatives, hein, à l'égard de l'environnement si j'ai une activité qui présente des dangers, si je compare avec une activité qui ne présente que des inconvénients. Les inconvénients, en fait, s'analysent comme des nuisances, et en fait, les nuisances ne créent pas de danger mortel. Alors que dès lors que vous avez une activité qui est considérée comme dangereuse, elle crée un danger de mort. Et ne serait-ce que par exemple, si vous y réfléchissez, une méga bassine, en fait, donc du coup, c'est un ouvrage qui permet de quantité énormément de mètres cubes d'eau. Mais le problème, c'est que du coup, ça crée par exemple un danger qui est celui de la noyade. Imaginez que vous avez quelqu'un qui, je ne sais pas pour quelle raison, se trouve sur le bord de la méga bassine et que cette personne en fait glisse parce que je sais pas, la bâche fait que c'est glissant, etc. Bah, le problème, c'est que si cette personne en fait sait pas nager, elle est mal barrée, hein. Elle est mal barrée parce que l'ouvrage en fait est suffisamment profond, de telle sorte que cette personne va perdre pied. Il y a donc un danger de noyade. Bon, certes, vous avez le droit de me dire, mais qu'est-ce que cette personne fait à se balader en fait autour en fait d'une méga bassine? Je ne sais pas. Normalement, l'accès à ces ouvrages est interdit parce que du coup, c'est grillagé et c'est logique que ça soit grillagé parce que bah, c'est une manière évidemment de protéger en fait les étrangers en fait à l'ouvrage. Donc les étrangers, c'est par exemple ne serait-ce que les gens qui se baladent. Sauf que bon voilà, peut-être que je ne sais pas, un enfant sera quand même passé. Et le problème, c'est que si cet enfant en fait sait pas nager, bah, il y a de fortes chances en fait que ça soit une histoire qui se finisse mal. Et donc du coup, c'est pour ça que l'activité en fait est perçue en fait comme dangereuse. Et en fait, après, vous avez plusieurs motifs qui peuvent venir justifier que la méga bassine soit considérée en fait comme activité dangereuse. Bon, sachant que le motif qui est principalement utilisé, c'est celui-ci, c'est la superficie du plan d'eau, mais en fait, les méga-bassines en droit de l'environnement sont plutôt considérées comme des retenues d'eau. Et c'est plutôt comme ça qu'elles vont être envisagées au titre en fait des IOTA. Et donc, il s'avère ici que vous avez un critère qui est utilisé, qui est celui-ci. Si j'ai une superficie de plan d'eau, donc par exemple, ça peut être ma retenue d'eau qui est supérieure en fait à 3 hectares, bah, de toute façon, c'est ce que vous raconte cette liste que j'évoquais un peu plus tôt, qui s'appelle donc la nomenclature des IOTA. La nomenclature vient vous dire que au-delà de 3 hectares, l'activité est considérée comme autorisée, précisément parce qu'elle est dangereuse. Alors après, vous pouvez avoir aussi d'autres critères qui vont faire que ma retenue d'eau, mais on est souvent moins sur des projets en fait méga bassines, en tout cas dans le sens en fait ordinaire, c'est le lieu de prélèvement. Et en particulier, est-ce que je prélève beaucoup sur la ressource en eau? Ça peut être aussi la méthode de prélèvement, mais a priori méga bassine, on récupère en fait de l'eau de pluie, donc je ne suis pas tellement sur des problématiques de sondage, de forage ou dérivation, sauf justement à observer que bah, peut-être je n'ai pas capté suffisamment d'eau de pluie pendant en fait une période. Et puis par ailleurs, ça peut être aussi la situation de ma retenue d'eau, et notamment cette question, se trouve-t-elle ou pas dans le lit mineur d'un cours d'eau? Est-ce qu'elle constitue un obstacle à l'écoulement en fait des crues?
Bon, ça pourrait aussi se poser en fait dans l'absolu, même si encore une fois, c'est pas tellement le standard en fait des projets de méga-bassines tels qu'on les entend en fait de manière en fait ordinaire. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce que je vous raconte en fait ici, c'est qu'en fonction effectivement d'un certain nombre de critères, on va avoir des exigences qui sont plus ou moins lourdes, qui sont portées effectivement par la loi. Et finalement, il y a deux grandes catégories d'IOTA, celles qui sont déclarées, procédures allégées, dossiers en fait allégés, parce qu'on est dans la logique de ce que je vous disais tout à l'heure. L'activité n'est pas perçue comme dangereuse. En revanche, dès lors que des seuils plus importants sont franchis dans cette nomenclature, c'est le franchissement de ces seuils qui va permettre de dire que l'activité est considérée comme dangereuse. Or, dès lors que c'est le cas, effectivement, la procédure que va subir l'exploitant est plus dure. Le dossier que par ailleurs va devoir présenter l'exploitant est lui-même plus complet parce que tout simplement les enjeux sont plus forts. Et qui dit enjeu plus fort dit a priori plus de contraintes. Bon, là, je suis déjà en train d'aller sur ce terrain-là, mais je vais continuer parce qu'il y a quelques éléments qui m'intéressent en fait sur ces sujets. Donc, sur les projets de méga-bassines qui sont les plus importants, et évidemment, c'est aussi ceux qui vont être les plus intéressants pour les agriculteurs, parce que c'est ceux qui vont permettre de stocker la plus grande quantité d'eau. Ça que je vous raconte depuis quelques instants, ces projets vont relever d'une procédure d'autorisation. Cette procédure d'autorisation, comme je vous le disais tout à l'heure, relève de la compétence de la préfecture en fait de département. Et donc, l'exploitant va devoir saisir le préfet de département d'une demande d'autorisation, accompagner cette demande d'autorisation d'un dossier qui va être assez complet. Mais quand je dis qu'il est assez complet, souvent, vous observez que c'est un dossier qui fait plusieurs centaines de pages. Souvent, vous observez que les exploitants agricoles, sur ces projets, se font accompagner par des bureaux d'études. Et bon, à l'école, moi, je sais que je forme en fait une partie de mes étudiants, dont je sais qu'ils finissent par intégrer des bureaux d'études, parce qu'il y a des bureaux d'études qui sont spécialisés sur ces questions. Ils accompagnent soit les agriculteurs, donc ça c'est plutôt les IOTA, parfois c'est aussi des industriels, parce que c'est la même chose, l'activité industrielle est susceptible d'avoir des conséquences importante évidemment à l'égard de l'environnement. Et donc ici, j'utilise le sigle EMO. Le MO, c'est le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage va devoir présenter effectivement une demande d'autorisation en préfecture et va devoir, comme je suis en train de vous le dire, accompagner cette demande d'un nombre de pièces qui est relativement en fait élevé. Ce qui veut donc dire par ailleurs que le bureau d'études va servir à ça. Il accompagne le maître d'ouvrage dans l'écriture du dossier d'autorisation qui est déposé en fait en préfecture. Et ce qui aussi fait que vous avez des bureaux d'études qui ont compris qu'il y avait un marché sur lequel effectivement ils sont présents en fait à ce sujet. Et c'est ce qui fait qu'on a besoin aussi de spécialistes sur ces questions. Et c'est ce qui fait qu'à l'école, d'abord, moi, je sais que j'ai certains étudiants qui font leur alternance en fait en bureau d'études, et je sais que surtout, souvent quand ça se passe bien, ils se font recruter à la fin de leur alternance par ces mêmes bureaux d'études, parce que voilà, l'école en fait est capable d'accompagner en fait un étudiant sur ce type en fait de compétences. Je ne vais pas avoir le temps de vous présenter toutes les pièces qui accompagnent ce dossier d'autorisation parce que le format que nous avons ne va pas me permettre en fait de le faire. Il me faudrait plus d'une heure. Et donc, je n'ai pas plus d'une heure, mais je voulais quand même juste un tout petit peu attirer votre attention parce que c'est quand même une des pièces centrales qui compose en fait ce dossier d'autorisation. Le maître d'ouvrage, dans ce dossier d'autorisation, va devoir en particulier présenter un document qui est spécifique, qui est l'étude d'impact. Et l'étude d'impact, moi je forme à mes étudiants sur ces sujets, comment écrire une étude d'impact, qu'est-ce qu'il doit y avoir dedans. Tout ça, ce sont des exigences qui sont portées par le Code de l'environnement. Et l'étude d'impact, c'est un document qui va servir en fait de propos. Un, c'est un document qui oblige à réaliser en fait un diagnostic. Je vous en parle de manière un peu plus étendue dans quelques instants. Et par ailleurs, c'est aussi un document qui va permettre au maître d'ouvrage de proposer des mesures au titre de la séquence ERC. Même chose, la séquence ERC, je vous explique ce que ça raconte dans quelques instants. On va d'abord ici revenir en premier lieu sur le premier volet en fait de cette étude d'impact, et donc plutôt le volet diagnostic. Sur cette slide, vous avez des infos qui vous expliquent quels sont les objectifs qui sont fixés à cette première partie de l'étude d'impact, et donc un diagnostic. À quoi ce diagnostic en fait sert-il? Il sert d'abord et avant tout à identifier les incidences notables
du projet à l'égard en fait de l'environnement. Et donc du coup, dans ce contexte, ça va permettre en fait de mesurer en fait les incidences du projet et de l'activité sur l'environnement. Et puis par ailleurs, ce diagnostic en fait, il a aussi un deuxième objet, c'est mesurer la sensibilité environnementale du territoire sur lequel le projet a vocation à voir le jour. La réalité, c'est qu'en France, on va avoir des territoires avec des sensibilités environnementales qui vont être plus ou moins fortes. Or, plus j'observe que sur un territoire, j'ai une sensibilité environnementale qui est forte et je suis capable de la mesurer parce que c'est notamment à ça que va me servir le diagnostic que compose, et notamment l'étude d'impact. Plus j'observe que j'ai un territoire avec une sensibilité environnementale, plus peut-être le préfet risque de me dire « Monsieur Vesser, vous êtes gentil, mais sur le territoire sur lequel vous avez envie d'implanter en fait votre projet de méga-bassine, la sensibilité environnementale est tellement forte que moi, je suis surtout capable de vous dire que c'est pas sur ce territoire que vous allez pouvoir mener en fait un projet de cet ordre-là, précisément parce que la sensibilité environnementale en fait de ce territoire sur lequel vous avez envie de conduire votre projet, elle est trop forte. Et c'est pour ça que forcément, la mesure de cette sensibilité doit aussi me permettre de vérifier ça, c'est que le territoire sur lequel j'envisage de conduire mon activité, il est le bon dans le sens où sa sensibilité environnementale n'est pas trop forte, de telle sorte en réalité qu'elle vienne plutôt m'empêcher de conduire et de mener à bien en fait mon projet si jamais je détectais à l'occasion en fait de mon étude d'impact que cette sensibilité en fait était trop forte. Et c'est pour ça qu'en réalité, souvent vous observez, avant de faire ce diagnostic, on fait plutôt un pré-diagnostic pour très vite en fait avoir de la visibilité qui n'est pas définitif, mais au moins on sait que voilà, a priori, il n'y a pas d'obstacle majeur à ce que le projet puisse voir le jour sur tel territoire, peut-être parce que par ailleurs, j'aurais pu comprendre que sur un autre territoire, là, j'aurais quelques obstacles majeurs. Donc ça, c'est la première partie dont est faite en fait l'étude d'impact. Et puis, ce qui complète en fait cette première partie, c'est des propositions qui sont faites par le futur maître d'ouvrage au titre de la séquence ERC. Donc, on utilise en fait la terminologie séquence. Bon, quand je dis on, c'est le code, hein, parce que il y a un ordre sur les propositions que va devoir faire l'exploitant en matière de mesures pour limiter les incidences négatives notables de son activité à l'égard de l'environnement. Et donc, c'est cet ordre qui essaie d'évoquer la réglementation en parlant de séquence. Et c'est pour ça qu'ici, sur cette slide, vous voyez que j'ai mis des numéros dans les pavés que j'ai fait apparaître à droite, parce que justement, le maître d'ouvrage doit en priorité rechercher le point 1. S'il n'y parvient pas, il est autorisé à aller rechercher le point 2. Et si ça continue de bloquer sur le point 2, il peut être autorisé à utiliser le point 3. Et donc, vous avez comme ça un séquençage, un ordre qui est porté en fait par la loi, parce que vous avez une logique. Et par ailleurs, ça veut dire que quand je construis mon étude d'impact, il y a une méthodologie en fait que je dois respecter. Et après, vous allez voir que cet ordre s'entend. Il s'entend parce qu'il est logique. Bon, du coup, quelle est la nature de cet ordre? Au premier chef, le maître d'ouvrage doit réfléchir à éviter les incidences négatives notables du projet. S'il les évite, ça veut dire qu'il arrive à les supprimer. C'est ce qu'on veut, ne pas avoir d'incidences négatives notables. Or, souvent, vous allez observer que sur un projet, il y a une partie des incidences qu'on arrive en fait à supprimer. Donc, c'est aussi ça que va documenter l'étude d'impact dans le dossier d'autorisation qui est présenté par le maître d'ouvrage. Et puis, en même temps, vous entendez, dès lors que je dis qu'il y a une partie des incidences que j'arrive en fait à supprimer, forcément, je suis en train de suggérer qu'il y en a d'autres que je ne vais pas arriver à supprimer. Et bien, ce sont celles que je ne vais pas parvenir en fait à supprimer, ce sont celles-là qui vont bénéficier du point 2, donc des mesures en fait de réduction. Réduction, on les pratique effectivement sur des mesures, sur des incidences négatives notables qu'on n'a pas su supprimer, mais dont on va essayer de limiter les effets. Et il s'avère que par ailleurs, parfois je peux me retrouver dans cette situation où il y aura des mesures de réduction qui vont rester insuffisantes, mais dans le sens où mes incidences négatives notables restent importantes, parce que justement, je ne parviens pas à les réduire en fait de manière suffisante. Eh bien, ce sont sur ces mesures
que je n'ai pas réussi à réduire de manière suffisamment performante, ce sont sur ces mesures qu'on va basculer sur le point 3. Et le point 3, en fait, c'est des mesures en fait, de compensation. Bon, par ailleurs, j'imagine que vous avez deviné que quand on parle de la séquence ERC, c'est évidemment pour faire référence à ces 3 verbes que vous avez ici sous vos yeux. Éviter, c'est le E, réduire, c'est le R, et compenser, bien sûr, c'est le C. Et en France, en fait, on fait plutôt de la compensation plutôt territoriale, mais en même temps de fonctionnalité en fait écologique. En fait, ça veut dire que je vais essayer, d'ailleurs, c'est pas je vais essayer parce que du coup, c'est plutôt des obligations que de toute façon le préfet va m'imposer en fait de respecter. Il va falloir que sur un autre site, qui n'est pas celui sur lequel je vais avoir mes incidences négatives notables, hein, donc c'est pas le site sur lequel je vais conduire mon projet, j'ai identifié en fait un autre site sur lequel je vais financer des mesures en fait de compensation, et sur cet autre site, je vais essayer de contrebalancer par des mesures positives les incidences négatives que je vais avoir sur le site sur lequel je vais mener mon projet, de telle sorte que plus et moins, ça les ramène en fait à zéro. Et donc, normalement, c'est à ça qu'est censé servir les mesures en fait de compensation. Bon, par ailleurs, elles sont beaucoup plus, on sait beaucoup plus les pratiquer en fait qu'avant parce qu'elles sont beaucoup plus encadrées en fait qu'elles ne l'étaient dans le passé. Et c'est notamment à ça qu'a servi en fait la loi biodiversité 2016 qui a été votée sous le mandat en fait de François Hollande. On est venu beaucoup plus encadrer les pratiques en fait de mesures de compensation, sachant qu'en fait ça fait longtemps qu'elles existent en fait en France, mais jusqu'à la loi de 2016, elles n'étaient quasiment pas encadrées autrement par des décisions de justice ou la pratique en fait administrative. Et depuis 2016, effectivement, on sait plus les pratiquer parce que justement elles sont encadrées par cette loi en fait de 2016. Et donc après, sur cette slide, je vous ai mis, c'est vraiment un résumé, hein, parce que dans le détail, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'en a l'air. Je vous ai mis en fait une espèce de bref résumé de la procédure d'autorisation, qui est pilotée effectivement par la préfecture. Donc je vais avoir un agriculteur qui veut conduire en fait un projet de méga-bassine. Je vous l'ai dit, hein, il présente effectivement un dossier en préfecture. Dès lors que le préfet considère que le dossier en fait est complet, ça entraîne ce qu'on appelle son instruction. L'instruction, c'est un terme qui signifie qu'en réalité, la préfecture va engager l'examen des pièces qui composent en fait ce dossier. C'est ce qu'on appelle effectivement l'instruction. L'instruction, normalement, depuis la loi Industrie verte qui a été votée en 2023, mais qui s'applique en fait depuis l'année dernière, l'instruction est censée durer pendant 5 mois. Elle est pilotée par la préfecture de département. Et donc, pendant ces 5 mois, que font les services du préfet? Les services du préfet examinent les pièces qui composent le dossier qui est présenté par l'agriculteur. Par ailleurs, la préfecture procède à la consultation de diverses instances dont la consultation est rendue obligatoire ou facultative en fonction des situations par la loi. Et par ailleurs, la préfecture va mener une procédure qui va permettre d'informer le public du projet et par ailleurs de le faire participer parce qu'on est dans la logique d'une activité dangereuse. Et dans la logique d'une activité dangereuse, il faut donner les moyens au public d'accéder aux pièces qui composent le dossier. Donc, ça sera accessible. Et dès lors que j'ai permis au public d'accéder aux pièces qui composent le dossier, je lui donne aussi des moyens de s'exprimer. Et ça, c'est plutôt ce qu'on appelle la participation du public. C'est la même chose, hein, c'est encadré par des éléments de procédure en fait, qui sont très précis. Dans l'absolu, ça mériterait plusieurs cours en fait en immersion. Je n'ai pas ce temps, donc je ne vais pas rentrer en fait dans le détail. Si j'ai des questions tout à l'heure, évidemment, j'accepterai tout à fait volontiers en fait d'y répondre, mais là, je vais totalement manquer de temps. Donc l'instruction est censée durer 5 mois. Et puis par ailleurs, c'est la dernière phase. Le préfet va disposer en fait d'un délai de 2 mois, à l'issue duquel soit il autorise le projet, et donc évidemment l'activité doit avoir le jour, mais c'est aussi ça que raconte le fait qu'on est dans le contexte d'une procédure d'autorisation préalable. Le préfet pourrait être aussi amené à refuser que l'activité en fait voit le jour parce qu'il a ce pouvoir. Il a ce pouvoir parce que la loi de 92 sur l'eau qui a donc créé les IOTA lui donne cette compétence et ce pouvoir. Bon, ça c'est un peu pour faire la transition avec la dernière partie, mais qui est beaucoup moins longue. Tout à l'heure, je vous indiquais que je vais un tout petit peu vous parler de contentieux parce que c'est intéressant. Dans la plupart des cas, vous observez que
quelles sont les personnes qui saisissent le juge? Souvent, ce sont des associations de protection de l'environnement. Et en fait, quand elles le font, qu'est-ce qu'elles essaient de démontrer? Elles essaient de démontrer que le préfet, alors souvent c'est par erreur, hein, c'est par erreur parce que le droit s'interprète et comme ça s'interprète, l'interprétation peut être erronée. Le préfet parfois se trompe en appliquant la loi et en réalité a autorisé un projet de mégabassine à voir le jour, alors que si le préfet avait fait une application correcte en fait de la loi, le préfet aurait surtout dû se dépêcher de refuser que l'activité en fait voie le jour. Mais bon, comme le droit c'est pas une science exacte, bon, moi ça me gêne pas que les préfets se trompent parce que de toute façon, on a une institution qui est aussi là pour surveiller si le préfet respecte la loi parce qu'il n'est pas au-dessus des lois, mais bon, comme personne en fait en France. Et donc, du coup, cette institution, c'est la justice. Hein. Donc, moi, j'ai pas de sujet majeur avec le fait que les préfets, parfois, peuvent se tromper. Et donc, quelques mots de présentation sur des contentieux récents. Bon, tout à l'heure, hein, je vous indiquais aussi ça, c'est que j'allais un tout petit peu aborder les arguments des ONG et les arguments faits des agriculteurs. Donc, les ONG, évidemment, saisissant le juge, posent en fait aussi cette question, et tout à l'heure, avec les éléments de contexte en fait que j'ai évoqués, je suis allé aussi un peu sur ces questions. Est-ce que mes mégabassines sont une réponse pérenne dans un contexte de raréfaction grandissante de la ressource en eau? Bon, tout à l'heure, j'ai construit ce lien, raréfaction, sécheresse, dérèglement climatique, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une question en fait qui a du sens. Bon, les ONG ont aussi tendance à utiliser ce type de discours, à savoir qu'elles disent que c'est un accaparement sur la ressource, plutôt en fait en eau souterraine, et que ça permet de maintenir un modèle qui est plutôt celui de l'agro-business. Et c'est leur point de vue, hein. Donc je ne dis pas qu'ils ont forcément raison, ça je vous laisserai en penser ce que vous voulez les uns les autres. Mais donc effectivement, on a une agriculture qui parfois est très intensive et qui parfois en fait peut aussi se regarder de cette façon-là comme étant destructrice d'un certain nombre d'éléments de l'environnement. Et c'est évidemment bien sûr une partie du discours, c'est une partie du message qui va être porté en fait par les ONG. Et réponse des agriculteurs, les agriculteurs ne nient pas l'impact environnemental de ce type en fait de projet, mais en même temps disent qu'ils ont besoin de ce type de dispositif pour assurer la pérennité de leurs activités et de leur culture. Et donc, on a comme ça deux mondes qui se heurtent, qui s'entrechoquent. Bon, et c'est évidemment aussi ce qui alimente du contentieux, qui parfois se retrouve précisément devant la justice. Alors, je vais encore prendre la parole pendant 3-4 minutes, mais là, j'achève de toute façon ce que je voulais vous raconter. Quels sont les problèmes juridiques que posent les quelques cas de projets de méga-bassines en fait autorisés que je vais vous présenter? Donc, ça, ce sont les arguments qui ont été plutôt relevés en fait par le juge, mais qui les ont plutôt amenés à annuler les autorisations préfectorales à propos en fait de projets de méga-bassines. Donc, ce qui parfois a heurté le juge, c'est que le juge en fait se questionne sur l'absence de compatibilité en fait d'un projet au regard en fait du dérèglement climatique, bon, avec tous les liens en fait que j'ai évoqués en fait un peu plus tôt. C'est aussi parfois l'absence de compatibilité avec les outils de planification dans le domaine de l'eau, parce qu'il s'avère qu'on a des outils, bon, à des échelles territoriales qui sont énormes, c'est ce qu'on appelle en fait les bassins hydrographiques, qui sont censés porter des objectifs au regard en fait de l'eau qui est présente en fait sur un territoire. Et souvent, on s'aperçoit que les préfets oublient de vérifier si les projets de mégabassines sont compatibles avec les objectifs qui sont portés par ces outils. Bon, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissez en fait ces outils. Ça s'appelle en fait des SDAGE, schéma directeur d'aménagement en fait et de gestion des eaux. Et donc, ces outils existent effectivement à l'échelle des bassins hydrographiques. Et tout projet qui est susceptible d'avoir des incidences notables à l'égard de l'environnement doit être compatible avec les objectifs d'un stage. Ça, normalement, c'est quelque chose que doit vérifier en fait un préfet avant d'accorder en fait l'autorisation. Et puis parfois, vous avez aussi cette contrainte qui est que le projet de mégabassine peut avoir des incidences négatives notables à l'égard en fait d'espèces protégées. Or, le Code de l'environnement interdit que quelqu'un, par ses activités, par ses comportements, puisse porter atteinte à des espèces en fait qui sont protégées. Et souvent, c'est trois arguments saillants retenus en fait par le juge pour justement annuler une autorisation délivrée en fait par le préfet précédemment. Donc là, vous avez par exemple une décision de justice rendue par le tribunal administratif de Poitiers en date du 4 octobre 2023, qui est notamment revenu sur cette question, à savoir que en délivrant l'autorisation,
le préfet avait omis d'aller vérifier si les projets de mégabassines en fait en question étaient compatibles en fait avec le SDAGE qui s'appliquait en fait à l'échelle du territoire. Or, il s'avère que le préfet doit vérifier cette question. Et là, évidemment, ce qui va lui être reproché, c'est le fait d'avoir accordé cette autorisation sans avoir fait cette vérification. Bon, ça fait tomber le projet en fait imprécisément parce que c'est aussi une obligation pour le préfet d'aller chercher la compatibilité entre le projet et les objectifs portés par le SDAGE. Et par ailleurs, le maître d'ouvrage lui-même, dans son dossier d'autorisation, doit faire ce même travail de vérification. Toujours cette même décision du tribunal administratif en fait, de Poitiers, bon, cette fois-ci sur d'autres retenues en, fait, en eau, qui montre effectivement qu'il y a toute une série en fait, d'irrégularités dans la composition en fait, du dossier. Ce que suggèrent en fait, ces irrégularités, c'est qu'en réalité, il y avait des pièces soit qui manquaient, soit qui n'étaient pas de suffisamment bonne qualité. Et ça aurait dû attirer l'attention du préfet et ça aurait dû en principe conduire en fait le préfet plutôt à rejeter la demande d'autorisation qui lui était faite. Bon, une autre décision de justice, cette fois-ci rendue par la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 18 décembre en fait 2024, bon, qui cette fois-ci concerne en fait un territoire qui est le Marais Poitevin, à proximité en fait du Marais Poitevin. Et en fait ici, ce qui a conduit le juge à annuler les projets en fait de retenue d'eau, c'est ça, c'est le fait que ces retenues d'eau allaient avoir un impact négatif notable à l'égard d'une espèce d'oiseau qui est protégée, qui est donc l'outarde canepetière. Or, je viens de vous le dire, avoir par des activités des incidences négatives notables à l'égard d'une espèce qui est protégée par la loi est interdit par le Code de l'environnement. Et il s'avère qu'une manière de, comment dire, de contourner en fait cette difficulté, c'est d'obtenir en fait une autorisation qui est délivrée par le préfet qui permet de manière très limitée de porter atteinte à cette espèce protégée, sauf que dans le contexte en fait de ces projets, cette demande de dérogation n'avait même pas été faite auprès du préfet. Bon, c'est le cumul de tout ça, atteinte importante à l'égard d'une espèce protégée, plus par ailleurs absence de demande faite auprès du préfet de dérogation espèce protégée, c'est le cumul de ces éléments qui a fait que le juge en fait n'a pas eu d'autre possibilité que celle-là, en l'occurrence annuler en fait les autorisations délivrées par le préfet. Donc j'ai pris 5 minutes en plus par rapport en fait à ce que je pensais, et donc du coup ce que je vous propose, c'est que maintenant on passe plutôt en fait à la partie échange et que du coup je regarde en fait les questions qui sont tombées en fait de manière progressive. Alors du coup je vais les prendre en fait dans l'ordre. Et du coup, il n'y en a jamais que. En fait, je vois pas grand-chose, Stéphanie. Du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça, c'est ça? Si je ne m'abuse. Alors, on a des questions, on a eu des questions sur les questions sur lesquelles j'ai pu répondre, j'ai répondu. Ouais, ok. Mais Alors, moi, on en a quand même pas mal. Donc, j'essaie de les ok. prendre dans l'ordre d'arrivée. Alors, attends, comment est-ce qu'on Ouais, fait ça? ok. On peut les classer dans l'ordre d'arrivée, c'est bon. Ouais, ouais, carrément. Donc, voilà. Donc, c'est une question de Stéphanie Longin. Bonsoir, j'ai lu que la justice avait fait interdire la construction de 3 mégabassines. Peut-on considérer ceci comme une victoire? Ah après, j'ai presque envie de dire que une manière de répondre à cette question, c'est votre positionnement. Ça veut dire que si vous mettez à la place de l'exploitant, pour lui, ça peut pas être une victoire, parce que du coup, c'est sûr, l'exploitant, lui, en fait, ce qu'il voit surtout, c'est le projet qu'il portait, en fait, annulé par la justice. Après, c'est sûr que si, par exemple, votre point de vue, c'est de considérer que ce type d'ouvrage a des impacts, en fait, trop importants, en fait, à l'égard de l'environnement, et que du coup, vous défendez plutôt cette position qui consiste à dire que ce projet ne devrait pas, enfin, ce type de projet en tous les cas ne devrait pas voir le jour à l'échelle en fait du territoire français. Oui, ça peut s'analyser effectivement comme une victoire, mais là pour le coup, c'est plutôt en fait une question de position plus qu'autre chose, en faisant abstraction de problématiques juridiques en fait éventuelles. Voilà. Alors, une autre question. Que signifie la sensibilité environnementale d'un territoire? Avez-vous des exemples? Ouais, en fait, il y en a plein. Alors, ça peut être plein de choses, mais ça peut être par exemple ça. La présence plus ou moins importante d'espèces protégées sur un territoire. Ça peut être aussi ça, c'est que
Alors, comment est-ce que j'ai de la visibilité sur la présence en fait d'espèces qui sont protégées? J'ai plein d'outils qui existent en fait sur ces sujets, et notamment j'ai un outil. Alors, je suis désolé, hein, ça va faire beaucoup d'abréviations, mais j'ai des outils d'inventaire, donc qu'on appelle spécifiquement en fait des ZNIEF. Donc ZNIEF, ça veut dire zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique en fait et floristique. Et en fait, voilà, c'est par exemple la présence d'espèces en fait qui sont protégées. Ça peut être aussi la présence de milieux naturels, bon, qui sont plus ou moins rares. Plus ils sont rares, plus on aura tendance en fait à les protéger en droit de l'environnement. Ça peut être aussi la présence d'écosystèmes. Bon, du coup, c'est la même chose, plus ou moins rare. Et surtout, souvent, vous observez que, en réalité, tous ces éléments que je viens d'évoquer, vous allez les retrouver sur un même territoire. Ça veut dire que quand j'observe que j'ai des espèces qui sont rares sur un territoire, comme par hasard, le milieu dans lequel en fait évoluent ces espèces est du même rare, et comme par ailleurs l'écosystème dans lequel en fait ces espèces vont aussi évoluer est du même rare. Et en fait, c'est tout ça. Et bon, du coup, on pourra imaginer de se servir de ces inventaires, mais par ailleurs, il n'y a pas que ça, parce que bon, les inventaires que je viens d'évoquer, hein, les ZNIEF, ne sont pas des outils juridiques en soi, mais souvent ce qui accompagne ces outils d'inventaire, c'est de vrais outils juridiques, et qui servent justement à protéger les milieux, les écosystèmes, et par ailleurs en fait ces mêmes espèces. Et ça, par ailleurs, ça porte un autre nom qui s'appelle Site Natura 2000. Bon, bah c'est simple. Quand j'ai un territoire sur lequel je sais qu'il y a, enfin je sais parce que de toute façon je vais le savoir, et je vais le savoir parce que justement dans mon étude d'impact, je dois procéder à un inventaire de tout ce qui, de mon point de vue, va permettre de renseigner cette question. Est-ce que sur mon territoire, j'ai des choses qui sont intéressantes en matière de patrimoine environnemental? Et donc, toute l'étude d'impact doit faire ce travail d'inventaire et de recensement parce que c'est obligatoire. Et du coup, on aura plein d'éléments. Sachant par ailleurs, on utilise en fait sur ces sujets des sites internet qui sont accessibles en fait gratuitement et qui vont permettre assez vite d'avoir en fait une cartographie en fait qui va être récente, pardon, qui va être précise. Alors de toute façon, elle est récente en fait aussi parce que de toute façon, elle est mise en fait à jour. Et du coup, voilà, c'est ça, c'est la présence de milieux rares, c'est la présence en fait d'espèces rares, c'est la présence d'écosystèmes en fait qui sont rares. Et c'est le cumul en fait de tout ça qui va me faire dire que voilà, ici ça sera possible et ailleurs ça sera peut-être moins parce que voilà, ça risque en fait d'être plus compliqué, quoi. Donc c'est un peu tout ça. Ok. Alors, là, nous avons Patrick Durand qui se pose la question du processus inverse. Alors, ça concerne la culture du maïs. Hein. Il fait référence Ouais, à la culture du maïs qui n'est pas interdite en France. Donc, ça ouais, bien signifie que sûr. la France est prête à prendre en compte les conditions, les conséquences de Ouais, la bien sûr. culture, Ouais, et notamment sur le besoin en eau. Dès ouais. lors, pourquoi l'administration ne définit pas la manière dont l'eau sera mise à disposition? Bah, alors de toute façon, en fait, elle l'est en réalité parce que vous avez d'autres outils qui permettent en fait d'opérer un partage de la ressource en eau en fait à l'échelle d'un territoire. Alors ça s'appelle passe-d'âge parce que du coup ça s'appelle plutôt stage. Alors c'est des outils qui existent plutôt en fait à l'échelle du sous-bassin en fait hydrographique. Et du coup, dans le sage, vous avez, alors le sage, en fait, c'est un document, hein. C'est souvent des documents qui sont extrêmement longs, qui font plusieurs centaines de pages. Alors, il n'y a pas des sages partout sur le territoire par ailleurs, parce que la loi ne les impose pas de manière systématique, mais c'est plutôt dans un SDAGE, qui est donc l'échelle territoriale qui est la plus vaste, qui est l'échelle du bassin hydrographique. C'est le SDAGE qui lui-même peut prévoir la création de sages à l'échelle d'une échelle, enfin, à une échelle territoriale inférieure, qui est celle du sous-bassin. Et en fait, quand c'est le cas, dans un stage, on va venir écrire comment on permet, bon, soit aux personnes qui vivent, donc c'est les citoyens comme vous et moi, mais soit aussi aux professionnels. Et ces professionnels, ça peut être l'industrie, ça peut être aussi bien sûr en fait les agriculteurs. Et on va venir répartir la manière dont on rend l'eau accessible à l'échelle en fait d'un territoire. Bon, sachant que par ailleurs dans le code de l'environnement, vous avez une disposition qui est l'article L210.1 du code qui dit que l'eau en fait appartient en fait à tous, que voilà, potentiellement en fait elle est accessible en fait à tous. Mais du coup, après, ce qu'il faut prévoir à l'échelle du territoire, c'est comment je la rends accessible. Parce que vous comprenez que si j'ai quelqu'un qu'on utilise de trop, bah forcément, ça risque en fait d'impacter les besoins en fait d'une autre personne. Et surtout, ce qui est aussi intéressant dans votre question, c'est qu'on oublie une chose, mais qui est très importante hein, sur ces sujets. On a une population française qui va en augmentant.
qu'en fait, la population française augmente. Hein. Résultat, de manière légitime, on aura tendance à penser que, puisque j'ai un nombre de personnes qui vivent sur le territoire qui va en augmentant, bah, de facto et de manière naturelle, ça alimente des besoins qui eux-mêmes vont amener à l'augmentant pour ces personnes, parce que du coup, même si par ailleurs, je peux travailler ma performance à ce sujet, c'est-à-dire faire attention à l'eau que je consomme, dans l'absolu, le seul fait que j'ai une population qui est en train d'augmenter fait que de manière naturelle, cette population aura des besoins supplémentaires d'accès en fait à la ressource en eau. Et donc, on a des outils qui permettent effectivement ces partages. Après, alors c'est une autre manière aussi de répondre en fait à votre question. Bon, là, je l'ai fait plutôt sur l'angle un peu naturaliste, en fait, sur l'angle en fait environnemental. En même temps, et tout un agriculteur qui veut faire pousser en fait du maïs, qu'est-ce qu'il va faire en fait que je vais l'empêcher? Alors évidemment, on peut très bien imaginer de dire que la loi va venir interdire en fait la culture en fait du maïs en fait en France. Bon, de toute façon, il y a des réflexions en fait à ce sujet, mais bon, c'est sûr que si c'est le cas, je prie en fait d'un pas possible un agriculteur et de manière légitime, il a le droit de me dire oui, mais pourquoi? Après tout, bon, après, il suffit juste de être d'accord à ce sujet. Bon, bref. Après, j'attire aussi votre attention quand même sur le fait que, bon, certes, tout à l'heure, je vous disais que l'essentiel du maïs qui est mis en culture en fait en France n'est pas à destination d'une consommation humaine directe, puisque je vous indiquais qu'on s'en sert surtout pour nourrir le bétail qui permet de produire la viande qui est consommée en fait en France. Donc, ça sert de manière indirecte à la consommation des humains en fait dans ce contexte. Mais évidemment, voilà, le caractère très gourmand du maïs en eau fait peser. Certains disent qu'il faudrait opérer parfois des bascules vers des plantes en fait et des cultures en fait qui sont plus vertueuses et moins impactantes effectivement à l'égard de l'environnement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si par exemple ce sujet vous intéresse, moi j'ai envie de vous dire que si ne serait-ce qu'avec vos comportements à vous individuels, vous avez envie de soulager le territoire français, et ben faites un truc qui est simple, c'est manger moins de viande. Parce que de toute façon, moins vous mangerez de viande, plus vous aurez, moins vous pousserez en fait des agriculteurs à cultiver en fait du maïs, parce que il s'avère que l'essentiel du maïs effectivement qui est cultivé en France n'est pas directement fait pour alimenter en fait notre consommation en fait à nous. Et donc du coup, c'est de manière effectivement d'y travailler. Après, il y a évidemment bien de questions. Et puis autre chose en fait que je voulais aussi vous signaler parce que c'est encore un sujet qui est différent. Bon, dans ce contexte-là, il y a comme une bonne nouvelle, c'est que la France interdit la culture du maïs en fait transgénique. Hein. Je parle de la semence agricole. Hein. Et en fait, on l'interdit parce que par ailleurs, on a des tas de doutes sur toutes les conséquences. Et en fait, en réalité, on applique le principe de précaution sur ces sujets. On a plein de doutes sur les conséquences et en matière de santé et à l'égard en fait de l'environnement des semences en fait d'origine en fait qui sont de la transgénèse. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que la France a pris une position en fait qui est dure. Alors, il y a de fortes chances qu'elle soit revue à la baisse à l'avenir, en particulier parce que l'Europe est en train de faire des pieds et des mains pour que on ait des règles en fait à l'avenir qui soient un peu différentes en fait sur ce type de questions. Mais effectivement, oui, la bonne nouvelle quand même, c'est que le maïs qui est cultivé en fait en France n'est pas du maïs transgénique. De ce point de vue-là, si vous comparez avec ce qui se passe en fait aux US, c'est une pratique en fait qui est totalement différente en fait. Hein, et ça, c'est quand même pas mal en fait dans l'absolu. Voilà. Et du coup, Stéphanie, je te donne la main. Ben oui, alors on a des questions. Alors cela dit, on est à 2 minutes de la fin de la session. Il y a des questions qui ont été répondues en fait pendant les présentations au fur et à mesure. Il y a une question intéressante, les administrations qui travaillent sur ces sujets ne sont-elles pas spécialisées? Comment peuvent-elles omettre certaines vérifications, par exemple les espèces protégées? Alors en fait, si elles sont spécialisées. En fait, donc en l'occurrence, je vais les viser de manière particulière. Hein, donc, je vais lui donner leur nom. Donc, les administrations qui sont compétentes sur les dossiers IOTA, ça s'appelle en abrégé les DTTM, et c'est elles en fait qui sont dirigées en fait par les préfets de département que j'ai plutôt évoqué dans ma présentation. Donc DTTM, ça veut dire Direction départementale des territoires en fait et de la mer. En fait, après, ce qu'il faut surtout entendre, c'est ça, c'est que c'est des dossiers qui sont tellement complets que parfois, ne rien laisser passer sur ces dossiers, c'est compliqué. Donc, du coup, moi, encore une fois, je vous disais tout à l'heure, moi, le droit à l'erreur, y compris pour l'administration, j'estime qu'on doit le laisser exister parce que c'est compliqué de parfait en fait en toute chose. Et donc, du coup, je pense que parfois l'administration a de bonne foi, mais quand je dis qu'elle a de bonne foi, il y a un truc en fait qu'elle n'a pas vu. Bon, on est d'accord pour dire qu'elle aurait dû le voir, sauf qu'elle n'a pas vu.
Bon, bah, j'ai presque envie de dire, après tout, c'est pas si grave que ça. C'est le juge qui finit par le voir. Bon, ça, c'est une première réalité. Après, je pense qu'il y a une autre réalité, mais là, vous allez voir, je vais aller sur un terrain qui est un tout petit peu différent. Je sais, parce que moi, par ailleurs, j'ai des étudiants qui sont exposés à ça, et c'est eux qui m'en parlent. Il y a des préfectures qui sont plus ou moins politiques. Et vous entendez immédiatement ce que j'essaie de vous suggérer en fait à ce sujet. Il y a des préfectures qui vont être plus cool sur certains projets que d'autres parce que c'est la position politique du préfet, du département. Et c'est lui qui, par exemple, va dire à ses agents, là, ces dossiers, hein, vous vous débrouillez en fait pour me les laisser passer. Hein, parce que moi, j'ai envie que ce type de projet, il puisse voir le jour en fait à l'échelle du territoire. Bah, on est d'accord pour dire, si vous êtes un agent, et de toute façon, vous êtes soumis à l'autorité hiérarchique, qui est celle en fait du préfet. Si le préfet vous dit vous vous débrouillez pour que le dossier passe, bah, évidemment que c'est ce que va faire l'agent. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant. Comme la justice est indépendante, bah, la justice, en fait, les pressions politiques en fait, du préfet, elle va être a priori totalement sourde en fait à ce type de questions. Et c'est pour ça quand même que ça peut être intéressant. Et en fait, ce que je vous raconte, je le sais parce qu'en ce moment même, je suis directeur donc, de mémoire de plusieurs étudiants que j'accompagne en fait tous les ans. Il y en a une dont c'est le sujet. Alors elle, pour le coup, elle ne travaille pas sur les méga-bassines, elle travaille en fait sur les éoliennes, mais elle-même, donc c'est le sujet de son mémoire, elle s'est rendue compte que, alors c'est pas tout à fait les mêmes administrations compétentes, mais en tout cas, les éoliennes relèvent aussi de la compétence des préfectures de département, et elle-même se rend compte, donc elle travaille chez un porteur de projet hein, qui fait de l'éolien sur le territoire français, et en fait, elle se rend compte que les préfets et du coup, les agents qu'elle a en face d'elle sont plus ou moins cool sur certains sujets. Bon, du coup, elle essaie d'en tirer un parti, c'est d'en tirer des enseignements pour justement savoir exactement à quoi il faut être sensible, parce que du coup, j'ai un agent qui est tatillon sur un truc à l'échelle en fait d'un département et dans un autre département, j'ai celui-là qui est pas sensible en fait à ces sujets. En revanche, il m'embête régulièrement sur d'autres questions. Donc, voilà, elle essaie en fait d'en tirer en fait des enseignements. Bon, c'est ça la réalité de la pratique administrative, hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. Par contre, moi, ça heurte en fait le juriste en fait que je suis, parce que voilà ce qu'aura tendance en fait à vous dire le juriste que je suis. Il aura tendance à vous dire que nous sommes tous censés être égaux devant la loi. Or là, vous avez tout ce que je viens d'évoquer, où se trouve l'égalité devant la loi, je ne sais pas trop en fait. Hein, mais bon, ça c'est un peu le passage de la théorie à la pratique. Bon, il y a la théorie du droit, ok. J'ai pris son dire, il est normal que le droit ait envie de dire que nous sommes tous censés être égaux en fait devant la loi. Dans la pratique, ça ne se vérifie pas toujours de manière systématique. Mais après, encore une fois, bah, celui qui peut rétablir en fait aussi cet équilibre, on peut imaginer que ce soit le juge également en fait. Hein. Donc, c'est aussi tout à fait possible de penser qu'il peut avoir ce type en fait de mission. Je ne sais pas, Stéphanie, si on prend encore une ou deux questions, ou on va dire qu'on est au bout du truc. Ouais, on est arrivé au bout du truc, donc Ok, voilà. Après, bah, on regardera, tu vois, peut-être qu'il y a des questions qui n'ont pas été répondues. Peut-être je pourrais envoyer oui, juste un petit bien récap. sûr. Là, c'est vrai qu'on Ouais, bien sûr, carrément. déborde un Ok, petit peu. très bien. Donc voilà. Bah, merci Ok. beaucoup. Bah écoutez, enfin moi je vous remercie en fait de votre participation et de votre écoute en fait active. Donc effectivement, j'ai peut-être pas forcément répondu à toutes les questions, mais dans l'absolu, on doit avoir les moyens effectivement de les retranscrire. Alors normalement, Stéphanie, si je me trompe pas, hein, donc les personnes en fait de toute façon peuvent revoir là ce qui a été enregistré. Et par Oui, ailleurs, on vous enverra aussi le support. Et de toute façon, absolument. maintenant, ces cours sont diffusés. Alors, j'ai pas encore retenu forcément sur quel canal, mais tout ça reste accessible en fait. Hein. Voilà. Ça reste accessible. On a une chaîne YouTube, effectivement, où Voilà. ça va être diffusé. Donc, vous pouvez les revoir. On va vous envoyer les supports. Et puis, voilà. Et puis, bah, après, si vous êtes intéressé par de la formation à l'ISE, que ce soit en tant qu'étudiant de post-bac à bac plus 5 ou sur de la formation continue, bah, voilà, on a un panel de programmes très, très riches. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, on serait ravis de vous aiguiller. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée à tous. Au revoir.